Bonjour à tous et bienvenue à Science on tourne. Aujourd'hui, nous allons parler de la ville du futur, une ville intelligente, et en compagnie de Jafar Oudabdeslam. Bonjour Jafar. Bonjour Gaël. Et Eric Hubert. Bonjour Eric. Bonjour. Tous les deux sont maîtres de conférences à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse. Et tout de suite, je vous propose de regarder un film que nous avons réalisé ensemble. Il dure à peu près 25 minutes et à la fin du film, on revient au direct. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez poster toutes vos questions et Eric et Jafar y répondront donc en direct. Voilà, je vous souhaite un bon film et à tout à l'heure pour vos nombreuses questions. Attention, science. On tourne. Ben voilà. Aujourd'hui, Science on tourne vous invite à l'IUT de Mulhouse, en compagnie de Nao, le robot. Et nous allons rencontrer Eric Hubert et Jafar Oudabdeslam, tous les deux enseignants-chercheurs au laboratoire MIPS à l'Université de Haute-Alsace. Allons-y! La ville intelligente est un maillon des smart grids, ou les réseaux électriques intelligents. La ville est composée de bâtiments, de maisons et d'industries et d'autres choses. La consommation énergétique d'un bâtiment représente plus de 40% et génère 25% des émissions de CO2. Les maisons sont constituées de différents matériels consommant un courant non sinusoïdal, car ces équipements utilisent pour la plupart de l'électronique de puissance pour faire des commandes. Alors, ces perturbations, appelées aussi les harmoniques de courant qui se superposent sur la fondamentale du courant, causent des surconsommations et altèrent le bon fonctionnement de la plupart des équipements électroniques. Ici, dans le laboratoire MIPS, département génie électrique et informatique industrielle de l'IUT de Mulhouse, nous avons un banc expérimental montrant ces harmoniques, leurs origines et comment les compenser. Ces différents relevés permettront de mieux gérer la production de l'énergie, son transport et sa consommation. La maquette est composée de 3 parties. Une partie charge, une partie compensation passive et une partie compensation active. La partie passive contient des éléments comme des résistances, des bobines et des condensateurs qui sont calibrés sur le type d'installation qu'on a à la maison. Et celle-ci, appelée passive, car elle ne bouge pas, elle ne s'auto-corrige pas. La partie active, ici appelée filtre actif parallèle, est une compensation qui s'auto-corrige, elle est adaptative. Dans la chaîne de cette maquette, nous disposons d'un appareil de mesure de la qualité de l'énergie, qui permet d'avoir dans un premier temps la mesure de la tension et du courant. Cet appareil permet de faire des mesures des équipements disponibles dans cette armoire. Parmi ces équipements, une lampe halogène massivement utilisée dans le passé dans toutes les maisons et les lampes à basse consommation, ainsi qu'un moteur, un variateur et un frein à poudre. La lampe halogène consomme beaucoup d'énergie mais n'altère pas la sinusoïde de courant. Dans ce cas, en l'absence d'harmonique, la sinusoïde est parfaite. Les lampes halogènes, elles ne sont plus utilisées aujourd'hui en raison de leur forte consommation. Elles sont remplacées dans la plupart des cas par différents types de lampes à basse consommation. Dans les lampes à basse consommation, il y a de l'électronique. Cette électronique commande des thyristors. Les thyristors, ce sont des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Ainsi, le courant est découpé en plusieurs portions, ce qui génère des harmoniques, qu'on pourrait appeler dans notre cas des perturbations, qui se superposent sur la fondamentale ou la sinusoïde qu'on a vue tout à l'heure et qui va l'altérer. La lampe à ballast électronique qui est allumée génère ce type de signal. Nous voyons ici la nouvelle forme du courant. Elle est altérée comme le montre ici le graphique. Et cette forme contient les harmoniques donc, qui se sont additionnées à la fondamentale. Pour les voir au mieux, nous allons aller à ce qu'on appelle le spectre harmonique. Donc il suffit d'aller dans le menu
et on observe ceci. On a les détails, donc le fondamental, c'est-à-dire la sinusoïde parfaite qui est ici, et on a une addition d'une suite d'harmoniques qui va de la 3e à la 5e à la 7e. Pour compenser les perturbations, nous allons activer un filtre passif comme ceci. Ceux-là ont l'avantage d'être simples, mais ne compensent pas toutes les perturbations. A contrario du filtre passif, le filtre actif est intelligent. Il permet en permanence de faire des mesures des perturbations des équipements présents dans la maison, même s'il y a des équipements qui se rajoutent, une télévision en plus, un ordinateur, une lampe, lui, il continuera à mesurer leurs perturbations. De ce fait, le filtre actif parallèle mesure les perturbations et les compense en temps réel. En accrochant la sonde de courant sur notre filtre actif qu'on a activé, on voit ici que la sinusoïde de courant se compense et on retrouve une sinusoïde quasi identique à celle de départ. Il y a une incidence directe sur la consommation. En effet, le compteur voit la fondamentale plus les harmoniques. Nous consommons concrètement le courant fondamental, mais pas les harmoniques. Avec la suppression de ces dernières, la facture d'électricité baisse forcément. Une ville intelligente est une ville qui prend en compte les défis de l'humanité. Au laboratoire MIPS, nous essayons de trouver des solutions, des réponses à ces défis, notamment en réfléchissant à la manière d'utiliser l'énergie au mieux et aussi en utilisant les réseaux, le fameux réseau énergétique qu'on appelle le smart grid. Nos thématiques de recherche par rapport à la ville intelligente s'appuient un peu sur les piliers de la troisième révolution industrielle tels que Jeremy Rifkin les énonce, à savoir l'objectif de 100% d'énergie renouvelable, des véhicules intelligents, autonomes, des bâtiments qui soient considérés comme des mini-centrales d'énergie, le stockage d'énergie et bien sûr le smart grid, le réseau énergétique. Voici une maquette sur laquelle nous travaillons avec nos étudiants et ici nous essayons de reproduire une maison individuelle où nous aurons une création d'énergie grâce à la biomasse, grâce aux panneaux photovoltaïques, à l'éolien, à l'hydraulique et nous pouvons sur cette maquette étudier plusieurs scénarios de consommation électrique tout en faisant attention aux ressources, c'est-à-dire le stockage d'énergie qui a été effectué. Prenons un exemple. Donc, de ce côté, nous modifions les conditions météorologiques, l'ensoleillement, le vent, l'hygrométrie, la température. Et en modifiant ces données, l'intelligence artificielle va réagir et modifier la consommation tout en utilisant les différentes ressources à sa disposition pour maintenir un confort dans la maison. L'objectif de ces études est de créer une simulation pour comprendre le fonctionnement d'une maison et à terme trouver des solutions pour que des maisons entre elles puissent partager leur énergie. Une maison qui a un surplus d'énergie pourrait transmettre celle-ci à une autre maison ou à une autre partie de la ville. Ces technologies ne vont bien fonctionner que si nous avons les bonnes sources d'informations. Et c'est là que réside tout le défi des objets connectés. Si l'information vient à l'intelligence artificielle, à la ville connectée, à la ville intelligente, à ce moment-là, nous serons en mesure de pouvoir répartir l'énergie aux bons endroits, au bon moment. Donc nous parlons beaucoup d'économie d'énergie, d'amélioration d'efficacité énergétique, mais électrique. Il faut à un moment donné aussi relativiser, puisque cette énergie électrique d'origine souvent renouvelable, ce n'est qu'une petite et même infime partie de l'énergie que nous consommons. Notre empreinte sur la planète est malheureusement très marquée par l'utilisation des énergies fossiles et celle-ci demande d'autres réponses, notamment via les transports. Pour faire des relevés des paramètres énergétiques et des paramètres environnementaux comme la température, l'humidité et les composants organiques volatiles, on utilise une nouvelle technologie appelée ENOCEAN. Cette technologie de communication est non énergivore et non intrusive. Dans cette mallette, nous avons rassemblé quelques capteurs. J'en prends un. Celui-là mesure la température et l'humidité.
Nous avons par exemple une cellule photovoltaïque toute petite ici qui recharge une pile seulement avec la lumière comme ça du jour. Et ensuite, la nuit, elle est utilisée pour alimenter ce capteur. Donc, il ne consomme pas beaucoup. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, elle est non intrusive, donc il n'y a pas de fil. La technologie de communication, elle s'appelle Enocean, qui utilise un signal radio. Je peux la placer où je veux et je récupère les paramètres via le cloud. Nous pouvons également mesurer les composants organiques volatiles comme le sable, comme donc les pollutions dans l'air, etc. Nous pouvons avoir la température toute seule, comme nous pouvons aussi avoir des mesures électriques avec des capteurs de courant et des capteurs de tension, etc. Cette mallette contient une interface web permettant de récolter les mesures et de les stocker dans un petit serveur, ensuite les envoyer dans le cloud afin d'y avoir accès de partout. Cette prise nous permet de mesurer les harmoniques de courant générés par les équipements qui contiennent de l'électronique de puissance, comme ceux qu'on a vus dans l'armoire de tout à l'heure. Et chaque équipement contient sa propre signature. C'est-à-dire chaque équipement a une forme de signal bien particulière à lui. C'est ce que va chercher à identifier les algorithmes que nous programmons au sein de cette prise afin de les identifier à partir d'un seul point de mesure. Les informations récoltées et interprétés surtout intelligemment, vont permettre de piloter en marche ou en arrêt un équipement énergivore. Par exemple, en hiver, le pic de consommation de 17h30, nous pouvons le réduire ou le lisser par le décalage des équipements, de certains équipements vers les plages où on consomme le moins, tout simplement la nuit. Une machine à laver, par exemple, dans une maison, doit être lancée la nuit quand la consommation est moindre. Et cela, alors la nouveauté, au lieu de le faire manuellement ou autre, se fera d'une façon automatique. Un des gros problèmes de l'énergie aujourd'hui, c'est son stockage. On a très peu de moyens pour la stocker. Les batteries ne permettent pas de stocker toute l'énergie que nous produisons. D'ailleurs, le seul moyen de stockage efficace aujourd'hui, ce sont les barrages d'eau. Donc pour pallier à cela, et lisser encore les pointes davantage, nous avons un nouveau terme utilisé ces derniers temps, l'autoconsommation. Ça consiste à utiliser l'énergie produite localement. Donc les panneaux photovoltaïques, on les utilise par exemple pour lancer une machine à laver ou pour lancer des gros équipements, gros consommateurs. Autre chose, ce sont les voitures électriques qui arriveront demain en masse. Au lieu qu'elles soient simplement des consommatrices, on va les utiliser comme également productrices d'énergie. Comment? C'est par leur batterie. Donc la voiture va se charger par l'énergie électrique et au moment des pointes ou du besoin, elles vont elles-mêmes redonner une partie de cette énergie dans le réseau. Ce qui évitera à coup sûr d'utiliser les centrales de pointe qui coûtent très cher au maintien et au fonctionnement. Nous venons de quitter le site de l'IUT pour venir ici sur un site d'Enedis où les ingénieurs et les techniciens travaillent sur une simulation de quartier avec les réseaux électriques du futur. Ce que nous avons vu à l'IUT, au laboratoire MIPS, c'était la recherche expérimentale. Aujourd'hui, nous allons découvrir tout ça sur le terrain avec ce compteur Linky, le compteur communicant intelligent. Et M. Tavernier, chef de projet auprès d'Enedis, nous conduira. Donc, petite présentation extérieure du bâtiment. Donc, vous avez ici une borne de recharge électrique, donc un des usages du bâtiment du futur avec le véhicule électrique. Vous avez en toiture une production photovoltaïque qui est le tout relié au bâtiment que je vais vous présenter. Dans ce bâtiment, nous avons reproduit une partie de réseau électrique avec un poste de distribution HTA-BT dans lequel se retrouve notre concentrateur Linky qui va permettre de communiquer avec l'ensemble des compteurs Linky, donc les petits boîtiers verts que vous avez dans la salle, et ce, une fois par jour. Nous nous trouvons ici dans le réseau expérimental Linky, plus particulièrement dans le bâtiment qui va reproduire 2 immeubles collectifs. Donc nous partons du poste de distribution électrique et nous allons jusque dans les logements des occupants des différents immeubles
et avec des usages tels que le photovoltaïque, les bornes de recharge de véhicules électriques ou encore un logement témoin. Donc nous avons ici un compteur Linky en détail. Donc il s'agit ici d'un compteur triphasé, donc qui va mesurer les consommations sur les 3 phases. Ce compteur est équipé d'un affichage permettant à l'occupant du logement d'avoir accès à différentes informations telles que son index de consommation, ses informations sur ses heures de pointe et d'autres services. Ce compteur recueille les données puis les envoie en courant porteur en ligne vers le concentrateur. Le concentrateur envoie une fois par jour au système d'information Linky par GPRS l'ensemble des informations collectées. Cet appareil mesure l'énergie électrique consommée par l'ensemble des foyers, les collectivités ou les entreprises. Alors il comptabilise la consommation globale des clients et il assure la même fonction que l'ancien compteur tel qu'il existe aujourd'hui. Sa particularité est qu'il est dit communicant, c'est-à-dire qu'il va donner les informations par une technologie que l'on appelle le courant porteur en ligne, CPL. Le compteur Linky également peut recevoir des ordres pour éventuellement des changements de puissance pour les tarifs des clients ou également une mise en service pour les nouveaux arrivants dans un appartement. Le compteur Linky peut également alerter sur différents dysfonctionnements et donc faire intervenir rapidement les équipes d'Enedis pour le dépannage. L'objectif du compteur communicant Linky est avant tout de répondre à un besoin de modernisation des réseaux d'électricité de France. Partout, les réseaux doivent faire face à des changements profonds de mode de production, de consommation et de stockage de l'énergie. De plus en plus de Français souhaitent produire leur propre électricité, rouler en voiture électrique. Aujourd'hui, en France, c'est déjà plus de 350 000 producteurs qui sont raccordés au réseau, plus de 100 000 véhicules qui sont en circulation et 15 000 foyers ont déjà fait le choix de l'autoconsommation. Le compteur Linky est une réponse indispensable à ces nouveaux besoins. Il permet d'ouvrir la voie à une régulation quasi instantanée entre la consommation et la production locale. C'est une brique incontournable pour la mise en place de la transition énergétique et écologique que les Français appellent de leur vœu. Le compteur Linky, c'est aussi des services au quotidien pour le client. La plupart des interventions courantes, telles que mise en service, augmentation de puissance, pourront se faire à distance, sans rendez-vous et donc sans dérangement. Il en résulte des prestations plus rapides, plus simples pour le distributeur et jusqu'à 10 fois moins chères pour le client. Tout comme l'ancien compteur, Linky récupère tout simplement les consommations globales du foyer en kilowattheure. Il ne mesure absolument pas les appareils individuels tels que frigo ou four, pas plus que les données personnelles du client comme le nom, l'adresse ou les coordonnées bancaires. En ça, Enedis respecte pleinement les préconisations de la Commission nationale informatique et liberté. Linky ne présente donc aucun risque, ni pour la santé, ni pour les données personnelles. Le système Linky permet à chaque consommateur de suivre ses consommations de façon plus précise. Il récupère sur son site personnel sécurisé et gratuit les consommations jour par jour. Également sur la facture, le client fera l'objet d'une facturation exacte de sa consommation sur un relevé réel et non plus sur une consommation estimée. Le compteur Linky à lui seul ne suffit pas pour faire des économies, mais il offre la possibilité au consommateur d'avoir un suivi précis de sa consommation. L'historique de consommation, les consommations jour par jour, et les outils de comparaison avec un panel de foyers similaires seront autant de clés pour le client pour intervenir sur sa propre consommation. Linky permet d'accompagner les politiques territoriales d'urbanisme. Ces données pourront être utilisées par les décideurs locaux, les maires, les urbanistes, les bailleurs sociaux, pour entreprendre les politiques de maîtrise de l'énergie. La ville intelligente est étroitement liée à une maîtrise de la consommation et de l'utilisation de l'énergie. Ici, on a un exemple de ce déploiement du compteur Linky pour le but de maîtriser également la consommation et la production de l'énergie, donc pour mieux l'utiliser. Demain, ce qu'on appelle les villes intelligentes, concrètement, ce sont les villes communicantes où les différents composants, différentes entités se communiquent entre elles. L'objectif, bien évidemment, de rendre la vie facile, d'utiliser au mieux les énergies présentes, et surtout de permettre à chacun
de vivre avec son environnement, dans son environnement, sans le polluer, sans surexploitation. Et l'objectif final, donc, c'est finalement une vie meilleure et pour les personnes et pour la biodiversité et pour la nature. Alors le compteur Linky sera une révolution pour les compteurs puisqu'on pourra maintenant produire en autoconsommation de l'énergie. Les compteurs sont prévus pour ça. Et grâce à la collecte des données, on va pouvoir optimiser ces productions, ces consommations et au final réduire notre impact sur la nature en consommant moins. Les modules de Linky ou toute l'architecture qui est autour permettra demain à une ville d'être plus intelligente. Et une ville plus intelligente, c'est une ville qui maîtrise et la consommation de l'énergie et la production de l'énergie. Une des applications des objets connectés est de pouvoir garer sa voiture et payer son parc-mètre sans avoir à utiliser de pièces. Grâce à des applications dédiées sur les smartphones, les usagers peuvent payer leur parking. C'est un confort pour l'usager qui n'est par exemple pas obligé de retourner sur sa place de stationnement pour rallonger la durée de stationnement. Parmi les dispositifs qui fonctionnent déjà, dans la ville de Mulhouse, il y a la navette électrique qui est accessible via une application qu'on peut télécharger sur son smartphone et on peut suivre son parcours et savoir quand est-ce qu'elle arrive exactement à tel ou à tel endroit. Quand on ouvre l'application qui s'appelle la navette, nous pouvons voir en temps réel exactement où elle se trouve. Il n'y a pas d'arrêt dédié, elle peut s'arrêter là où il y a une personne qui demande l'arrêt. Pour la prendre, il suffit de lever sa main à son passage et elle s'arrête. Une fois qu'on est dedans, il suffit juste d'appuyer sur le bouton comme les bus d'arrêt et le chauffeur il s'arrête immédiatement pour que la personne descende. Les avantages de cette navette, c'est qu'elle est électrique, non polluante donc, et elle peut rouler sur les zones piétonnes. À terme, cette navette pourra fonctionner sans chauffeur. Donc, elle aura une conduite autonome. Ça fait partie des projets que l'Université de Haute-Alsace notamment développe. C'est le plus beau jour de ma vie. On est amis maintenant. Nous voici donc à nouveau en direct avec Jafar et Eric qui vont répondre à toutes vos nombreuses questions. Et une petite remarque avant de commencer les questions. Vos questions ne sont pas tout de suite publiées sur le site. Elles sont d'abord modérées, triées et ensuite je les publie. Voilà. Alors, nous allons commencer par la première question, c'est mieux. Quels critères permettent d'identifier une ville durable ? Une ville durable, c'est une ville qui sait bien gérer son énergie, ce qu'a voulu dire un peu le film que vous venez de voir. C'est une ville aussi qui gère les déchets. Et c'est une ville qui permet d'avoir des services qui sont à la fois performants, mais qui respectent l'environnement. Une ville durable, c'est aussi une ville qui va s'attaquer aux problèmes de base, qui sont la consommation des ménages, avec des bâtiments qui seront à énergie positive, et pour la consommation aussi des véhicules, limiter ces transports au minimum pour limiter l'empreinte qu'on a sur la Terre avec les énergies fossiles. Peut-on déjà constater à l'heure actuelle un changement notable dans la qualité des services urbains ? Alors, on l'a vu dans le film, on peut payer son stationnement depuis peu de temps grâce à des applications mobiles. Ça, c'est un des premiers services qu'on peut constater au quotidien. On a vu aussi la navette électrique, mais on peut en imaginer bien d'autres, puisque lorsque on aura l'information de nos comportements, on pourra les anticiper, et une ville intelligente anticipera ce dont on a envie de faire, les interactions qu'on aura avec les commerces et les activités à l'intérieur de la ville. Oui, en effet, on a des services, notamment les services de transport, des services aussi au niveau énergie, donc l'autoconsommation, consommer son énergie produite, et aussi produire des énergies vertes. Donc il y a déjà des choses qui ont démarré et qui se font un peu partout. Peut-on dire que Masdar City est une ville durable exemplaire ? Alors, c'est une ville, on s'est un peu renseigné pendant la vidéo, c'est un projet énorme qui va naître dans le désert.
C'est une ville effectivement qui est conçue avec pour objectif d'être une des villes les plus durables qui n'a jamais existé. Effectivement, elle sera certainement durable. Ce qui est gênant dans ce type de projet, c'est que ça concerne que 50 000 personnes et qu'une ville durable, à notre sens, doit s'adresser à l'ensemble de la population. Il faut, dans ce type de projet, tempérer un peu les ardeurs, puisque ce n'est pas un projet qui est transposable à l'ensemble de la population. Il vaut mieux essayer d'améliorer l'existant que de construire du neuf. Et il y a plein de gens qui réfléchissent à ça. C'est un défi qui est compliqué, mais qui vaut vraiment le coup d'être tenté. Donc c'est une ville qu'on ne peut pas reproduire comme ça n'importe où. Déjà, le coût actuel, il est de 15 milliards d'euros, ce qui est énorme. Alors, elle s'adresse dans un premier temps aux riches, et ce n'est pas vraiment le modèle qu'on peut appeler de durable, c'est-à-dire celui qui s'adresse à tout le monde. Mais c'est une ville où il y aura peut-être des expérimentations de certaines technologies qui peuvent être déployées ailleurs, effectivement. Après les villes durables qui sont connues aujourd'hui, on cite souvent les pays scandinaves. Et alors il y a dans ces villes les capitales du Danemark, de la Suède, de la Norvège. Il faut savoir que ces pays nordiques ont énormément de potentiel éolien, hydraulique, photovoltaïque, c'est pas vraiment le cas, mais l'éolien et l'hydraulique sont des puissances derrière qui sont très importantes et qui permettent à l'échelle d'une ville de répondre aux demandes de consommation. Et parmi ces villes qui sont à la pointe à la fois en technologie mais le développement durable, on peut aussi citer la ville dans San Francisco aux États-Unis, Vancouver au Canada, pareil, qui profite d'un réseau d'entreprises de haute technologie et qui sont à la pointe dans pas mal de points, comme par exemple le recyclage. Par exemple à San Francisco, ils ont pris vraiment des années d'avance sur le reste du monde. Nous pouvons aussi citer des villes nordiques, comme a été dit par Eric, et certaines villes qui ont par exemple des soucis elles sont sous le niveau de la mer. Elles ont développé des technologies parce qu'elles n'ont pas intérêt à ce que le niveau de la mer remonte demain, sinon elles seront englouties. Donc elles ont encouragé leur laboratoire pour avoir des performances au niveau de l'énergie, mais au niveau de l'exploitation des ressources. Alors, les voitures volantes sont-elles un projet réalisable ? Alors, les voitures volantes sont un projet réalisable et réalisé. Il en existe déjà aujourd'hui quelques prototypes, mais par rapport à la ville du futur et donc la notion de durabilité, c'est une gabegie énergétique. On a déjà aujourd'hui le gros souci d'une volonté de voiture qui consomme peu. Or, une voiture fait en général 1 tonne pour transporter, on va dire, 100 kilos de passagers la plupart du temps. Si maintenant cette voiture ne roule plus mais vole, il faudra d'autant plus d'énergie. Et on va totalement à l'encontre des problématiques soulevées actuellement et des défis qu'on rencontre. Ouais. Les bâtiments seraient composés de quels matériaux, demande Caroline. Ils sont composés de plusieurs matériaux. En France, essentiellement du béton, beaucoup de béton, mais on fait aussi du bois. Il y a de plus en plus les matériaux qu'on appelle composites, qui sont à la fois respectueux de l'environnement, mais qui sont de très bons isolants, comme le bois. Et le bâtiment en tant que structure ne suffit plus aujourd'hui. Donc, on a parlé de la gestion de l'énergie, donc une gestion intelligente, les smart homes, les maisons intelligentes. Ça prend en compte donc, ce côté-là, mais des technologies de communication, des capteurs sont là pour aider, par exemple, à avoir un meilleur rendement énergétique. Et par exemple l'hiver, on essaye d'isoler le froid qui est dehors au lieu de chauffer beaucoup de l'intérieur. Et l'inverse pendant l'été, dans les régions chaudes par exemple, donc isoler le chaud dehors et pour ne pas trop refroidir et faire de la clim à fond par exemple à l'intérieur. Au niveau des matériaux, on entend beaucoup parler aujourd'hui du graphène, qui est une substance extrêmement légère et bien plus résistante que le métal. Le problème, c'est que la production après de ce type de matière, qui n'est pas innocente, on utilise des nanotechnologies pour les concevoir.
Et une ville du futur devra faire face aussi au réchauffement climatique. On peut du coup imaginer peut-être une ville du futur qui sera peut-être enfouie sous la terre, puisque sous la terre, l'isolation est meilleure, c'est une isolation naturelle, et du coup, on le voit dans certains films d'anticipation, où les villes sont enterrées sous terre, justement, pour essayer de trouver cette isolation naturelle. Bon, alors, certaines questions qui ont disparu, mais il me semblait bien que quelqu'un demandait quelle est la ville la plus durable et la plus intelligente de France. On va faire des mécontents sinon, parce que toutes les villes peuvent dire qu'elles sont intelligentes et durables. Il y a certaines régions qui ont peut-être plus investi que d'autres. Il y a la région Rhône-Alpes avec le Smart Grid grandeur nature près de Lyon. Mais sinon, toutes les villes françaises se sont mises à concevoir et à faire des démarches pour être des villes durables et intelligentes. Alors je vais citer une ville au Danemark, une toute petite ville de 2000-3000 habitants qui se sont lancés dans la transformation de leur mode de consommation. Ils voulaient, à l'échelle de leur village, avoir un impact nul sur l'environnement. Ce projet s'appelle le Big Zero. Et ils avaient tous des grands t-shirts avec marqué « Je suis un zéro » pour signifier qu'ils avaient un impact nul. Et il y a eu un énorme travail psychologique avec les habitants de cette ville pour au final créer des sources d'énergie autogérées par le village, notamment des éoliennes. Et aujourd'hui, ce village a réussi son défi. Ils sont totalement indépendants du réseau électrique extérieur. Ils ont une consommation qui est même négative, c'est-à-dire qu'ils revendent leur énergie à l'extérieur. Certains habitants sont allés au-delà de l'objectif zéro. Leurs bâtiments aujourd'hui sont à énergie positive. Et ce travail fantastique a permis de créer plus de 500 emplois, alors que ce village ne comprend que 2000 habitants. Et donc c'est un chiffre qui est vraiment impressionnant. Et ces habitants se sont transformés en spécialistes conseillers pour d'autres villes qui souhaiteraient se lancer dans une démarche équivalente. Alors on a pu voir aussi quel est l'objectif final de ces villes intelligentes, de ces villes du futur. C'est utiliser au mieux les ressources existantes, ne pas produire plus d'énergie qu'il en faut et faire en sorte que l'homme soit en harmonie avec la nature et avec l'environnement. Oui, c'est un souci de sens de la vie. Qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants? Quelle terre on va leur laisser? Et en partant de cette sensibilité, et on va dire d'altruisme, on va réfléchir à ces solutions. Et ces solutions passent en premier lieu, et je risque de me répéter, par la réduction de la consommation. C'est dans le scénario Négawatt, c'est la première solution proposée, c'est réduire sa consommation. Et une des solutions est de mesurer cette consommation grâce à différents compteurs intelligents. Dans la vidéo, on a vu le Linky, mais il en existe d'autres. Ces compteurs, une étude vient d'être faite, ces compteurs permettent de réduire la consommation. Donc une étude a été faite dans l'université de Sophia Antipolis dans le sud de la France. Les résultats viennent d'être publiés et annoncent qu'un village a fait un test en récupérant en temps réel ces données. Ce village a fait chuter de 23% sa consommation électrique. Ça prouve donc que la mesure est importante sur notre comportement et permettra de pallier au premier problème, c'est-à-dire cette consommation qui est trop forte aujourd'hui. Alors il y a encore une question qui s'agissait... Oui, le Smart Grid, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est exactement, Smart Grid? Ouais. Le Smart Grid, c'est un terme qui veut désigner réseau électrique intelligent. Ça comporte des technologies de communication, d'automatisation, d'intelligence artificielle, de capteurs et d'autres technologies. Alors, mettre toutes ces technologies au service de l'énergie, ça fait quoi ?
Donc, le compteur communicant permet donc de mesurer la consommation en temps réel consommée dans une maison, dans une ville, voire dans un pays. Et ça remonte jusqu'au producteur de l'énergie, lui qui voit en temps réel ce qu'il va pouvoir produire, par exemple, aux heures de pointe. Un exemple pratique de ce que peut faire un smart grid. Les heures de pointe, c'est vers 17h30 à peu près en hiver dans un pays comme la France. C'est au moment où les usines commencent à fermer, les gens commencent à rentrer chez eux, donc les lampes elles s'allument. C'est ce qu'on appelle le pic de consommation. C'est là où l'énergie est très demandée. Et donc le fournisseur d'énergie, en France EDF, il lance les centrales appelées de pointe. Ces centrales, elles sont là que pendant ces moments-là de forte demande. Et ces centrales, elles coûtent très cher à la maintenance, mais à leur fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parmi les méthodes qui ont été utilisées depuis très longtemps, c'est l'invention de ces plages horaires d'énergie, par exemple les heures creuses et les heures pleines, donc pour inciter les gens à lancer les machines qui ne sont pas indispensables en dehors des heures pleines, c'est-à-dire les heures de pointe. Mais ça ne suffit pas aujourd'hui, puisqu'on a de plus en plus de demandes, donc de consommation. Une autre solution, c'est appelé en anglais response demand, ou bien le lissage de ces pointes, c'est d'avoir des services qui vous permettent, par exemple, de piloter votre chauffage avant l'arrivée de cette heure de pointe pour, par exemple, 2 degrés de plus. Si vous chauffez, par exemple, à 18 degrés, on va le mettre à 20 degrés. Au moment de la pointe, on coupe le chauffage. Ça sera fait automatiquement pour qu'il y ait moins de consommation, mais vous n'allez pas perdre en confort. Donc, vous aurez toujours une température agréable. Et une fois que la pointe est passée, donc on relance votre chauffage. D'autres possibilités, c'est l'arrivée de la voiture électrique. C'est qu'elle peut se charger en dehors des heures de pointe, par exemple la nuit. Et dans la journée, aux heures de pointe, la voiture peut redonner de l'énergie au réseau, peut devenir une sorte de source d'énergie. Et donc, ça permet de lisser l'énergie pendant ces moments-là. Et là, ça fera gagner énormément donc ça réduira les centrales de pointe. Donc, on n'aura plus besoin, par exemple, des centrales en gaz. Et aussi réduire les factures des utilisateurs. Ça ne marchera pas avec, on ne va pas brancher et débrancher, mais ça sera fait d'une façon complètement transparente, c'est-à-dire d'une façon intelligente, en fonction de la demande et de l'offre. Voilà un exemple où vous voyez les voitures électriques rentrer dans le jeu, les techniques de commande rentrer dans le jeu, l'informatique, puisqu'il faut transmettre toutes ces données, les traiter en temps réel, voilà, et bien sûr la production et la consommation d'énergie. La ville intelligente ne risque-t-elle pas de court-circuiter à cause du nombre croissant d'appareils électriques en fonctionnement, demande Lucas. Je pense que ça rejoint un peu la suite de ce que je venais un peu d'exposer. Oui. Donc avoir beaucoup d'équipements, en les gérant de la façon que je viens d'expliquer, donc je ne vais pas me répéter, ça permet justement de faire tourner quasiment tous les équipements. Les indispensables, par exemple la machine à laver, il faut la faire tourner la nuit, là où il y a beaucoup de production et moins de consommation. Donc ce qui gêne, c'est pas d'avoir beaucoup de produits, beaucoup d'appareils qui consomment, ce qui gêne, c'est s'ils fonctionnent tous en même temps. Comment sera la ville du futur selon vous? Alors, moi j'ai une petite opinion personnelle par rapport à la ville du futur. Je pense qu'il faudra une réflexion plus sur la maison personnelle. Tout ce qu'on vient de dire, en fait, peut s'appliquer à la maison personnelle. Et comme on le voit avec des mouvements comme le bio qui se répand davantage, c'était un mouvement qui est venu de consommateurs et de démarches personnelles. Aujourd'hui, beaucoup de gens souhaitent autoconsommer, avoir leur propre consommation d'énergie et avoir un impact nul, mais aussi, on le sent bien, un avantage économique. Écologique rime souvent avec économie. Et le levier pour déclencher cette ville du futur, ce sera au niveau local, que chacun ait une maison qui produise de l'énergie pour soi, mais aussi pour les autres. Et il faudra que chacun, dans sa propre maison, fasse un peu sa police énergétique. Et à l'intérieur d'une maison, on peut imaginer aussi une intelligence qui sélectionne exactement quel appareil arrêter lorsqu'il y a une surconsommation ou quel appareil retarder dans la consommation. Et
ça, c'est une réponse pour la partie énergétique de la ville du futur. Pour moi, c'est un mouvement qui viendra du particulier. Et alors, on a cité Masdar City. Pour faire changer une ville entière, il faudrait, je pense, reconstruire entièrement une ville de A à Z, ce qui est un projet, on l'a dit, vraiment important, voire trop important. Enfin, ça reste un peu de la science-fiction pour Monsieur Tout-le-Monde. J'ai vu aussi une autre question passer tout à l'heure. Est-ce que vous travaillez en lien avec des industriels au niveau du laboratoire? Ouais. Un laboratoire, forcément, qui fait de la recherche dans ces domaines, il doit travailler avec les industriels, sinon il risque d'être déconnecté de la réalité. Oui, tout à fait, on travaille. Bon, je ne vais pas peut-être en citer, sinon on va croire que je fais de la publicité. Si, je peux, oui. Oui. Enedis, qu'on a vu, EDF, si je parle de l'énergie, d'autres industriels comme Socomec, qui fabriquent des appareils de mesure ici en Alsace. Moba Solar, panneaux solaires. Oui. D'autres sociétés aussi, comme les sociétés aussi de distribution, l'électricité de Strasbourg, l'ES. Turmelec. Ça fait partie. Voilà. D'accord. Ça, c'est dans le domaine énergétique. Après, bien sûr, il y a d'autres domaines, comme les voitures, donc il y a les constructeurs, etc., automobiles. Ça, c'est encore autre chose. Oui. D'ailleurs, il y aura un Science on tourne avec Michel Basset, qui est professeur d'université, donc aussi à l'université de Haute-Alsace à Mulhouse, et le sujet, ce sera le véhicule autonome, qui fait partie de la ville du futur. La ville du futur, ouais. Il y avait également une question sur vos parcours universitaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que vous avez eu comme parcours? Alors moi, j'ai un parcours très mulhousien. Cette vidéo a lieu à Mulhouse. Je suis né à Mulhouse et toutes les formations scientifiques et techniques que je souhaitais réaliser se trouvaient justement à Mulhouse. Et dans ma formation, juste pour voir un peu du pays, j'ai eu l'occasion, dans un stage de master, de passer une demi-année au Danemark, où j'ai travaillé sur des satellites. Et ma partie recherche est plus au départ axée sur le traitement optique de l'information, donc à l'aide de lasers et de modulateurs spatiaux de lumière. Alors moi je suis né dans les montagnes de Kabylie, en Algérie, et j'ai fait mon premier parcours universitaire à l'université de Tizi Ouzou. Je salue certains qui sont, je pense, avec nous aujourd'hui. Je suis venu en France pour un master à Besançon en 2001. Ensuite, j'ai entamé une thèse de doctorat que j'ai fini en 2005, ici à Mulhouse, où j'ai été recruté en tant que maître de conférence. Et depuis ma thèse, je travaillais sur la qualité de l'énergie. Ça a continué avec les smart grids, avec les véhicules électriques connectés au réseau, et puis avec aussi les énergies renouvelables comme le photovoltaïque et l'éolien. Et quels sont vos projets futurs au laboratoire Alors, actuellement, je travaille sur deux projets. Donc, un projet plus lié à la ville, la relation entre l'université et la ville, où l'objectif est de créer un laboratoire pour les enfants, pour les attirer vers les sciences et techniques, notamment les filles, qui souvent se détournent de ces matières. Et puis un autre projet plus au niveau recherche, lié un peu à ça, sur les projets éducatifs, donc la recherche, pas uniquement scientifique, mais aussi sur la pédagogie, recherche pédagogique, transmission de savoir, et d'autres travaux sur la robotique dans l'industrie, notamment PSA, Peugeot, Citroën, qui se trouve pas loin de notre site universitaire. Au laboratoire, il y a plusieurs projets. Si je me limite à ceux qui concernent peut-être le thème d'aujourd'hui, il y a l'autoconsommation, produire l'énergie, mais vous savez, le problème, c'est de la stocker, parce qu'on n'a pas une fabrication industrialisée à grande échelle de batteries. C'est le problème d'ailleurs des véhicules électriques. Et pour stocker cette énergie, il faut l'utiliser. En fait, quand elle est là, c'est-à-dire l'énergie verte, c'est ce qu'on appelle le self-consumption, donc l'autoconsommation. Rajouter à cela l'arrivée en masse du véhicule électrique demain, il faut le prendre en compte au lieu que ce soit un problème, il faut qu'il soit un apport. C'est ce qui a été dit d'ailleurs dans la vidéo. Et d'autre part, on travaille aussi sur les signaux électriques, mais cette fois biologiques, qui a un lien, même s'il n'est pas évident à première vue,
Par exemple, les ECG, l'électrocardiogramme du cœur, les signaux, les ruptures se comportent comme les ruptures dans les signaux électriques de puissance, ceux qu'on a là, avec lesquels on peut allumer la lumière. Donc on peut comparer un réseau électrique d'une ville à un réseau nerveux à l'intérieur d'un corps. Voilà. Et donc, pour nous, qui effectuons les traitements du signal, l'analogie est relativement aisée. Les mêmes algorithmes peuvent être exposés à terme peut-être, après, voire même des signaux électriques, ce qu'on appelle les myocytes, donc les nerfs pour, par exemple, piloter la main robotisée d'une personne amputée ou une personne qui n'a pas de main. Là, on parle de l'homme réparé. Qui est un sujet qu'on connaît intéressant. Bien ici. Oui. On a d'ailleurs une exposition en ce moment au conseil départemental à Colmar sur l'homme réparé, l'homme augmenté. Alors, est-ce qu'on peut faire un lien avec la ville intelligente, l'homme connecté, l'homme augmenté? Oui. Tu as bien fait de rebondir sur cette question. L'homme, quand on a parlé de smart grids, on a oublié de dire l'être humain, l'homme à l'intérieur, parce qu'il fait partie. Et vous trouverez dans ces sciences que je n'avais pas citées, les sciences économiques, les sciences sociales aussi, dans les smart grids. Parce qu'il faut étudier le comportement de l'homme face, il faut le connaître, il faut faire les solutions que lui acceptera demain. On ne peut pas imposer aujourd'hui aux personnes des solutions, même si elles sont efficaces, si la personne ne le veut pas, ça ne marchera pas. Donc il y a toute une partie qui concerne et l'homme réparé. Et moi je pense que ça fera, je ne vais pas dire parce qu'on a une main bionique, on risque d'être électrocuté, on n'a pas plus de risque que ça, mais ça pourrait éventuellement rajouter des commandes, donc au niveau détection par exemple de présence, ce genre de choses. Il y a des projets, pour certains ils sont un peu fous, mais pour d'autres vraiment réalistes. Donc tu veux dire l'homme réparé plus que réparé finalement, presque augmenté alors? Oui. Alors, améliorer. Avec bien sûr de l'éthique dans tout ça. Donc il ne faut pas dépasser certaines... Il y a des chartes à Est-ce que tu peux rappeler peut-être l'éthique, ce que c'est? Il faut que ça soit toujours au service de l'homme. Ça, c'est la question numéro 1. Vous n'allez pas faire quelqu'un avec une main qui va démolir les murs ou faire du mal, par exemple. Et puis, quand on dit c'est pour réparer, dans un premier temps. Augmenter, alors ça dépend à quel niveau augmenter, mais il ne faut pas que ça dépasse certaines il ne faut pas que ça emboîte sur les libertés des autres ou le danger, faire des risques. Oui. Alors, entre-temps, il y a 2 questions qui sont arrivées. En tant que citoyen, comment favoriser la transition à la fois vers bien plus d'énergie renouvelable et vers la ville intelligente? Alors, en tant que citoyen, pour aller vers la ville intelligente, en fait, on y viendra naturellement puisque ce sont des infrastructures qui sont relativement importantes. Et une ville intelligente, si maintenant dans son garage on fabrique un objet communicant, il n'y aura pas d'impact sur la ville. L'intelligence ne viendra d'un mouvement global et du coup lié à la politique à l'échelle d'une ville. Être acteur là-dedans, je ne suis pas sûr qu'on puisse le devenir. On peut s'impliquer peut-être dans des projets. En revanche, on peut essayer de s'impliquer, nous, au quotidien, pour avoir un impact plus durable. Et la première économie d'énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, c'est isoler ces bâtiments, puisque c'est la première source de consommation d'énergie. Comment changer le comportement et les habitudes des habitants face à ce changement? Donc, est-ce qu'elle vient suite à ce qu'on avait dit? Voilà. C'est toute une étude, c'est tout le challenge. Il faut, C'est lié à la politique, aux incitations financières. C'est le levier financier est celui qui est le plus utilisé et c'est celui qui marche. Même si ça fait parfois grincer des dents, on le voit bien actuellement avec les préconisations ministérielles pour l'isolation des bâtiments anciens. Qu'en est-il concrètement du recyclage de ces outils intelligents? Bonne question. Alors, les outils intelligents, c'est peut-être. Alors, il faut différencier peut-être les outils de l'intelligence artificielle qui, eux, sont des algos, qui, eux, sont des stratégies pour certaines, et par exemple, le matériel ou les équipements qui seront utilisés. Je peux citer les batteries. C'est un maillon central
des villes intelligentes de demain, qui auront une consommation optimisée de l'énergie. Malheureusement, on ne sait pas trop comment encore recycler tout ça à grande échelle. Moi, je dirais que il faudrait y aller. C'est comme le photovoltaïque. Quand il a été lancé, l'énergie nécessaire à sa fabrication était supérieure à l'énergie qu'il va produire durant tout son cycle de vie. Mais voilà, ça n'a pas empêché le développement. Et aujourd'hui, la tendance s'est inversée. Les panneaux solaires, aujourd'hui, produisent quand même plus d'énergie que ce qu'il a fallu pour leur fabrication. C'est la même chose demain pour les batteries. Mais si on se concentre sur les objets connectés, il faut savoir qu'aujourd'hui, un objet peut facilement devenir connecté avec juste un tout petit module type ESP. Ces modules permettent d'envoyer dans le cloud, dans le nuage de l'information, des informations qui sont utiles pour rendre un objet connecté. Et ces modules sont extrêmement petits. Et au niveau du recyclage, je ne pense pas qu'il y ait de soucis de par la taille. Voilà. Comparé aux soucis de recyclage que nous avons aujourd'hui, rien que pour les PC ou les téléphones portables qu'on ne sait pas bien recycler aujourd'hui. Donc il nous reste encore 8 minutes. Pensez-vous que Mulhouse puisse devenir une ville durable ? Ah oui. Sinon, si on ne peut pas le faire déjà ici, alors là, comment on peut se targuer, vouloir développer des technologies pour ailleurs. Oui, Mulhouse, elle est pionnière. Il y a beaucoup de travaux faits dans ce domaine, avec beaucoup de regroupements de partenaires à la fois industriels, mais aussi universitaires. Il y a la cité là qui va KM0, c'est pas forcément pour les villes que pour les villes intelligentes, mais il y aura des parties de nouvelles technologies, de nouvelles start-up qui vont démarrer là-bas. Tu disais KM0. Kilomètre 0. Kilomètre 0. D'accord. Mais là, tu réponds plus par rapport à une ville intelligente. Par rapport à une ville durable, si on veut faire, c'est vrai qu'on n'a pas forcément répondu à la question, si on veut qu'une ville ancienne, entre guillemets, qu'on ne crée pas de toutes pièces comme dans le désert, comment faire d'une ville ancienne une ville durable ? Il faut repenser entièrement donc, la consommation, essayer de mesurer toutes ces consommations, voir les fuites. Il y a énormément de fuites dans une ville, que ce soit au niveau hydraulique, au niveau thermique. Déjà, essayer de réduire donc, cette consommation par de multiples mesures, et ensuite essayer d'améliorer l'efficacité, et enfin, dans un troisième temps, essayer de trouver des sources renouvelables. Malheureusement, à Mulhouse, nous sommes dans une plaine, la plaine du Rhin, où il n'y a pas beaucoup de vent, et l'éolien, par exemple, n'a pas de raison vraiment d'être ici. L'hydraulique est une solution intéressante avec les Vosges, mais le potentiel est déjà quasiment entièrement exploité. Et il y a la géothermie, qui est aussi un peu utilisée également. La géothermie, effectivement, dans le bassin du Rhin, est une source potentielle d'énergie quasi inépuisable. Le problème, c'est la solidité du sol après. Les essais qui ont été faits ont souvent montré des fissures inquiétantes. Alors, nous avons une question d'anticipation de Tristan. Ce projet de ville future peut-il être un échec ? Quelles en seraient les conséquences ? Je pense que aller dans une optique d'amélioration de son empreinte ne peut être qu'une réaction sensée par rapport aux différentes informations qu'on a, scientifiques, sur l'évolution du monde et de nos ressources. Et si c'est un échec, au moins on pourra dire qu'on a essayé. Ne rien faire est un échec d'office, voilà. Voilà, donc il faut le tenter. Rien n'est sûr sur tous les niveaux, mais ce qui est sûr, si on ne fait rien, il n'y aura rien. Ça va qu'empirer. Une ville intelligente sans bouchons, est-ce imaginable ? Oui, avec une ville intelligente, pour moi, c'est une ville où on travaille chez soi, où on est connecté. Le travail à la maison est quelque chose d'assez original en France. Dans d'autres pays, c'est bien plus répandu et permet de répondre notamment à ce problème. Oui, donc ça c'est un problème qui a été pris en compte depuis déjà un petit moment. C'est vrai que c'est pas réglé selon les villes, mais une ville intelligente, une des réponses, c'est ça, les bouchons. Donc là, ça parle des voitures, le sujet sera traité dans le prochain webcast, mais on peut dire déjà que les voitures connectées
Donc, on peut savoir, par exemple, à l'avance, aujourd'hui déjà on peut le faire avec les GPS, que le trafic, etc., on fait des évitements, mais demain avec les voitures donc, qui sont connectées par exemple, vous pouvez savoir s'il y a combien de places de parking à tel endroit. Je ne vais pas me foncer, par exemple, au centre-ville, si je sais à l'avance que je dois mettre une demi-heure pour y arriver et que je ne trouve pas de place. C'est des petits exemples, mais ça sera apporté plus par les voitures connectées et intelligentes aussi. Pensez-vous qu'une ville planétaire intelligente est une utopie réalisable? Une utopie réalisable, oui, c'est ça. On essaie de faire une planète intelligente depuis très longtemps. On voit que c'est pas facile. Hein. C'est une utopie, je pense, voilà, on en voit beaucoup dans des films d'anticipation ou des livres d'anticipation. Effectivement, on en rêve tous. Après, si d'office on se dit qu'il n'y a aucune chance que ça arrive, on baisse les bras tout de suite. Ouais. Mais je crois que ce qui nous motive, nous, aussi en tant que chercheurs, c'est on rêve en fait de trouver des solutions qui nous permettront de vivre dans des meilleures conditions dans le futur. Et ça reste une utopie, mais les utopies sont source de découverte et de dépassement de soi-même. Oui, la COP 21 notamment, qui a eu lieu à Paris, son objectif c'est la globalisation positive de ce principe. Alors encore une question, le big data est-il un risque dans le cadre de la ville intelligente? Très bonne question. Le big data, il y a du positif et du négatif dans toute technologie, dans toute trouvaille scientifique. Il y a des récupérations. Alors les récupérations par des entreprises, souvent, sont dans l'intérêt de l'entreprise et souvent sont critiquées. Ce sont souvent celles qui se font d'ailleurs les scoops dans les journaux et dans les médias. Maintenant, le big data va solutionner des problèmes, comme on en a déjà parlé, de la ville intelligente, qui vont trouver des solutions à des problèmes, par exemple d'embouteillage, tout simplement. D'accord. Je pense qu'on va peut-être finir sur cette question. Les métropoles utopiques imaginées par les architectes et urbanistes comme Forest City ne risquent-elles pas de mener l'homme au cloisonnement des classes sociales? Bonne question. Tout à fait. Moi, je suis assez d'accord avec l'affirmation qui est cachée derrière cette question. Effectivement, tous les projets, on revient à cette première question sur Masdar City, s'adressent à des gens qui ont beaucoup d'argent. Et la solution qui demain répondra à cette ville planétaire intelligente où nous faisons attention aux ressources et à nos voisins simplement, c'est de ça qu'il est question, et il faudra déjà commencer par s'occuper de la classe moyenne, et puis peut-être les plus nombreux, c'est ceux qui sont encore en dessous, et trouver des solutions à ça, ce sont des enjeux qui sont fondamentaux et qui ont pour moi dans l'avenir davantage de chances que les solutions uniquement pour les riches, grâce justement au big data, à la connexion des gens, au réseau, à la mise en relation des gens qui étaient avant Internet isolés. Aujourd'hui, on peut voir se regrouper des gens par du crowdfunding, des projets où les gens vont faire en masse, faire passer des idées dans l'intérêt du plus grand nombre. On tente une dernière ? Alors, à quoi ressembleront les maisons du futur ? Les maisons du futur, il y a le mot connecté qui revient souvent, ce sera des maisons connectées. Ce sera des maisons où vous avez à l'instant T, vous avez les données à la fois de votre consommation, donc de fonctionnement. C'est des maisons appelées la domotique, même si le terme est très peu utilisé aujourd'hui. Mais c'est des maisons qui seront pilotées à distance, vous êtes en vacances, vous pouvez faire des scénarios d'ouverture. Ça se fait aujourd'hui, mais demain, ce sera plus au niveau gestion. C'est ce qu'on appelle les systèmes de management des maisons, donc, qui est traduit directement de l'anglais. Au niveau architectural, des maisons blanches qui réfléchissent le soleil, qui ont le moins d'emprise sur l'extérieur, donc des maisons rondes et avec un maximum de personnes à l'intérieur, donc des regroupements. Alors merci à tous pour votre participation et vos questions très pertinentes. Merci à vous deux également. Merci. Dans quelques jours, vous pouvez revoir la VOD sur ce même site internet.
Ou alors aller sur un autre site internet qui s'appelle cdansl'air.fr et là vous aurez toutes les informations concernant nos webcasts. Et le prochain rendez-vous jeudi 12 octobre, donc ce jeudi à 14h pour un autre Science on tourne sur la chimie du verre. Voilà, merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.